Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, un village français. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Quand arrive la fin de la première décennie du nouveau millénaire, en clair de 2000 à 2010, le paysage des séries françaises a bien changé, ou pas. Il a bien changé car la fiction s'est imposée en France comme un genre majeur, respectable et respecté. Et en diffuser, acheter ailleurs ou en initier la production est devenu un enjeu non négligeable pour les grands diffuseurs qui en ont les moyens. Parce que les petites chaînes de la TNT ne possèdent pas les ressources suffisantes. C'est un enjeu d'image, un enjeu d'audience, un moyen de fidéliser les spectateurs et de s'ouvrir à la création. Et surtout, débarque toute une nouvelle génération de créateurs qui embrassent la série et la télé sans complexe, sans mépris, sans dédain. Pourquoi ? Parce que c'est cette génération qui a été élevée aux grandes séries des années 90. Les X-Files, l'Urgence ou la NYPD Blue. Ah ça marque. Sans avoir l'outrecuidance de vouloir faire comme eux, ces producteurs-là, ces créateurs-là comprennent le format, les spécificités, le langage et l'intérêt d'une série au long cours. Tout cela finit par donner une vraie grande série, aussi française que Chapeau melon et bottes de cuir se revendiquent britannique, aussi chorale et feuilletonnante qu'un Hill Street Blues l'imposait, aussi cohérente et maîtrisée du début à la fin qu'un The Good Wife l'a été sur un grand network américain. Un village français a tenu le pari d'une vraie série télé, à la fois historique et romanesque, fidélisante avec des personnages communs confrontés au hors du commun, progressant de façon cohérente de saison en saison, d'année de l'histoire, la grande histoire, en année de l'histoire, celle de la série, et proposant sous couvert d'une série de guerre, une vision de la condition humaine dans toute sa complexité. C'est pas moi qui le dis. Cette définition elle est donnée par l'un des 3 co-créateurs de la série, Frédéric Krivine, l'un des 3 mousquetaires complémentaires qui formèrent des années durant ce showrunner à 3 têtes, ou comme il se plaisait à le dire pour franciser ironiquement le terme, le showrunner. Frédéric Krivine se charge de l'écriture au sens large, jusqu'au montage. Philippe Tribois se charge de la mise en scène, de l'esthétique et de la distribution. Emmanuel Dossé gère la production, fait l'interface avec le client, savoir le diffuseur, autant pour répondre à ses contraintes et demandes, mais aussi pour garder intactes toutes les options artistiques. Mais tous les 3 ont créé la série. Tous les 3 vont la suivre, tous les 3 vont lui donner vie des années durant. Ce modèle de production, unique en son genre, reposant sur la confiance et le respect mutuel, permet d'assurer la cohérence dans le propos. Et compte tenu de l'ambition de ce qu'il y a à raconter, avec franchement intérêt. Et c'est aussi une régularité dans la production, avec une nouvelle saison chaque année. Débutée en juin 1940 à Villeneuve, une petite sous-préfecture fictive du Jura, la série nous entraîne année après année dans la période de l'occupation, de la libération, et ensuite dans les conséquences que cela a eu pour tous les protagonistes de l'histoire. Et cela va jusqu'en 2003 pour certains personnages. Car la série ne se veut donc pas une recréation des affrontements, du débarquement, des tactiques des grands chefs, mais se cantonne à Villeneuve, ses habitants, ses hommes et ses femmes, qui vont vivre la grande histoire depuis leur petite ville, à leur hauteur, avec des conséquences extrêmement concrètes pour eux, et devront continuer de vivre en s'accommodant de cette situation, en faisant des choix controversés, et en nous les montrant sans jugement, afin que nous, spectateurs, on puisse s'interroger sur ce qu'ils ont fait, sur ce que nous aurions fait dans les mêmes conditions. Ce faisant, un village français aborde des sujets délicats, comme la résistance et ses exactions, la collaboration et ses dérives, mais surtout le sujet des 97% des Français qui n'étaient ni des résistants, ni des collabos, et qui étaient ballottés au gré des événements et de leurs responsabilités, ou même de leurs émotions. La série commence en 2009 pour se conclure en 2017. Elle compte 7 saisons, 72 épisodes, et demeure encore à ce jour une des meilleures, si ce n'est la meilleure série française, constante, innovante, rodée dans son fonctionnement, opiniâtre dans son déroulement, ambitieuse dans son propos. Et pour nous remémorer ces années de guerre au sein de Villeneuve, j'ai le plaisir d'être au sein de Tetramédia avec l'un des 3 showrunners, Emmanuel Dossé. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, c'est avec donc Jean-François Boyer au sein de Tetramédia Fiction que vous lancez ce projet suite à l'appel d'offres de France 3. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, en 2004, fin 2004, France 3 fait un appel d'offres
qui correspondait à la volonté de lancer des séries de 52 minutes. Parce qu'à l'époque, les seules séries de 52 minutes qu'il y avait en France, séries françaises, venaient de la case du vendredi, et initiées par Avocats Associés et PJ, déjà créé par Frédéric Krivine. Il y avait eu, hormis ces séries, aucune autre série de 52 minutes n'avait été créée, hormis ces séries policières du vendredi soir. Et France 3 lance un appel d'offres qui est très général, puisqu'ils disent nous voudrions lancer des séries de 52 minutes qui sont identitaires de l'esprit de France 3. Donc patrimonial. Comment est-ce qu'on pouvait traduire ça? Oui, c'est vrai que, voilà, dit comme ça, c'est quand même un peu vague. C'était vague, et en même temps, quand j'ai pensé ce que je suis à l'origine du concept d'un village français, quand bien même être à l'origine d'un concept, c'est vraiment pas faire la série, puisque c'est vraiment Frédéric Krivine qui l'a vraiment inventé formellement. Je veux dire, moi j'ai pensé à une série qui s'appelait Un village français, et qui utilisait le format de ce que permet la série et ce que ne permet pas le cinéma, c'est-à-dire le temps long et les ambiguïtés et l'identification au personnage, à l'humanité. Donc c'était ça mon idée, une série chorale au long cours, racontant la vie quotidienne de gens qui étaient ni résistants ni collabos. Et je me disais, et donc on pourrait tourner cette série avec les méthodes des séries américaines, mais sans jamais copier les Américains, parce qu'ils n'ont pas connu l'occupation, et dans des paysages qui ne sont pas les paysages parisiens, qui sont la campagne française, enfin les décors de la France. Et je me disais, ça c'est identitaire de France 3 et du service public. Et ça, ils ont craqué. Là, ils ont dit, d'accord, banco. Immédiatement, moi, la présentation du projet commençait par tous les films sur l'occupation sont des succès. Donc cette série sera un succès. Oui, c'est vrai que là, on dit ça, moi j'achète tout de suite, parce que c'est très clair. Mais je commençais comme ça, parce que il faut voir. Moi, la période d'occupation m'intéressait évidemment, mais comme beaucoup de Français, on a été baignés par ça dans nos parents, nos grands-parents nous en ont beaucoup parlé. Mais surtout, pour moi, l'occupation, c'était un film de genre. C'est le genre occupation, et je pense que toutes les séries doivent s'ancrer dans un genre qui est une promesse faite au public. Le public doit, avant de regarder une série, avoir le sentiment qu'il sait déjà ce qu'il va voir. Lorsqu'on fait une bonne série, c'est de faire croire au public qu'il sait ce qu'il va voir et de le surprendre. C'est une écriture de la promesse. Donc pour moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans l'occupation, c'était l'imaginaire collectif qu'il véhiculait. Et évidemment, les chargés de programme, directeur de la fiction, c'était Patrick Péchou, à France 3 à l'époque. Je pense que ça s'est immédiatement connecté avec leur imaginaire. Après, derrière cet imaginaire collectif et ce genre fictionnel, il y a évidemment un propos politique aussi. Mais comme tu le sais, Alain, je ne pense pas qu'il faille chercher d'abord à proposer un projet politique pour le vendre. Mais on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de mettre en avant d'abord le propos. Voilà. Comment Frédéric a-t-il été impliqué dans le projet? Comme tu l'as dit, c'est toi qui as mis en place et pitché le projet auprès de France 3. Frédéric est arrivé après. C'est le sujet qui l'a convaincu? C'est le fait de travailler avec vous? Comment ça s'est fait? À l'époque, moi, je travaillais à Tel France. J'étais diplômé de la FEMIS et je voulais faire des séries télé. J'avais fait mon mémoire sur la production de séries télé. Tu fais partie des producteurs que j'ai cités il y a quelques minutes qui sont baignés par les urgences et les X-Files. C'est ça, et puis aussi la révolution HBO. Moi, je suis à la FEMIS et je vois Ose et je me dis, en fait, j'ai envie de faire des films politiques et c'est à la télévision qu'il faut les faire. Et donc je nomme pompeusement mon mémoire de fin d'études à la FEMIS sur le monde éphémère de la fiction française. La thèse était qu'on n'avait pas assez d'ambition formelle dans nos séries, de propos, et que ça avait tendance à être des séries ou des fictions aussi vite vues qu'oubliées, et qu'il fallait avoir une ambition de qualité qui serait dans un cercle vertueux, serait aussi de la création de valeur, de la création de catalogue. Et que pour ce faire, il fallait donc faire des séries avec des méthodes industrielles, avec des guillemets, mais c'est-à-dire en fait plusieurs saisons,
plusieurs saisons de plusieurs épisodes, créer des ateliers d'écriture, enfin copier en fait le système américain centré autour d'auteurs français, faire des séries industrielles centrées autour d'un point de vue d'auteur. On peut dire que c'est le système des showrunners américains, on peut aussi dire tout simplement que c'est le système du cinéma d'auteur français appliqué à la série. Simplement, lorsque l'auteur n'est plus le réalisateur, en l'occurrence c'est un scénariste. Qui a aussi un point de vue sur la réalisation, de la même manière qu'un réalisateur de cinéma français a un point de vue sur le scénario. Donc ça, c'était ça ma thèse, et cette thèse, elle s'incarnait concrètement dans la proposition Un village français. Donc j'avais lu Frédéric Krivine, j'avais vu PJ, mais j'avais lu aussi Frédéric Krivine, puisque j'étais à Tel France, j'avais lu des scripts. J'avais appris qu'il était passionné par la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait une véritable connaissance, mais je l'avais jamais rencontré. Par contre, j'avais repéré, parce que c'était pas très très difficile à l'époque. Comme on faisait très très peu de séries, les gens compétents dans les séries étaient pas très difficiles à repérer. Tout à fait. Les personnes qui réussissaient à faire des séries un peu, qui avaient du succès, on les comptait sur les doigts d'une main, franchement. Donc, il y avait Frédéric Krivine, et puis il y avait Philippe Tribois, qui lui avait créé en tant que réalisateur Avocat associé, les 2 premières séries de 52 minutes en France. Il se trouve que au moment où je commence à parler avec Frédéric Krivine, puis avec Philippe Tribois, Philippe entre-temps avait initié Engrenage, qui est l'autre, qui est en fait d'une certaine manière, après PJ et Avocat associé, la deuxième génération presque de séries de 52 minutes. Donc là, moi j'ai eu cette discussion avec eux en 2005, c'est en 2005 que je rejoins Tetramédia. Jean-François Boyer venait de reprendre Tetramédia. Et me disait, je cherche un jeune producteur, une jeune productrice pour développer la fiction. Et je lui dis, moi j'ai un projet qui s'appelle Un village français, et voilà ma proposition. Je pense que je lui déroule en fait mon mémoire et ma vision des choses. Et je lui dis, il faut centrer cette série autour d'un auteur coproducteur, ne l'appelons pas showrunner, ça veut rien dire, coproducteur, puisqu'il faut que nous ayons des rapports équilibrés, que nous discutions ensemble d'artistique et économique, puisque tout est lié. Et il ne faut pas aborder d'abord l'artistique et après l'économique, il faut ensemble penser l'écriture, la production, le casting, tout ça doit être une réflexion commune. Et là, effectivement, c'est une copie du système américain. Et comme on était en train de créer le nouveau Tetramédia, qui était une société qu'avait racheté Jean-François, d'une certaine manière, et que Jean-François est quelqu'un d'extrêmement... qui travaille dans le collectif, et c'est un entrepreneur aussi. Ce n'est pas qu'un producteur, c'est un entrepreneur qui est quelqu'un qui aime les aventures, qui aime innover. J'avais rencontré, alors que j'étais à peine diplômé de l'école et j'avais en fait jamais rien fait, il m'a fait confiance. Il m'a dit, ouais, t'as raison, ça me paraît une bonne analyse. Si tu veux, je vais te présenter Frédéric Krivine. Moi, j'admirais Frédéric, mais je l'avais jamais rencontré. Et on a dîné un soir dans un restaurant tout près de la Tour Eiffel, parce que moi j'étais jeune provincial qui arrivait à Paris, et dans les étoiles, j'avais les étoiles qui brillaient dans mes yeux. C'est une histoire fascinante. En sortant du restaurant, parce que j'avais les étoiles qui brillaient dans mes yeux, je vais à la Tour Eiffel, parce que Frédéric, c'est vraiment un cliché ce que je vous raconte. Et Frédéric m'a dit, mais c'est hyper intéressant cette histoire. Mais c'est intéressant ce projet. Avec les Tours Eiffel en fond, quoi. Voilà. Et par contre, il me dit, c'est hyper intéressant, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai plein de trucs, j'ai plein de projets, j'ai plein de machins. Donc ce que je te propose, donc là l'appel d'offres n'était pas clos encore, fallait déposer le projet. Ce que je te propose, c'est tu écris le projet, tu le déposes puisque c'est ton idée. Frédéric est très très respectueux des auteurs. En tant qu'ancien président de la Guilde. Moi, je suis pas du tout auteur. Je ne prétends absolument pas en tant que producteur. Je pense qu'il faut faire très très attention à ça de manière générale. Un producteur n'est pas un scénariste. C'est pas mon métier. Après, concevoir une idée, ça c'est un concept. C'est pas difficile d'avoir des idées. Ce qui est difficile, c'est de les faire exister. Donc là, moi, je me dis je vais faire exister ce projet. Donc j'écris le concept sur une 15aine de pages, et puis je rencontre de Frédéric de temps à autre. Il me dit, lis tel bouquin, machin, et j'aboutis à donc cette pré-bible sur une 15aine de pages où c'est écrit en petit, écrit par Emmanuel Dossé, et en gros consultation Frédéric Krivine, et on envoie ça à France 3.
On a la chance de faire partie des 10 projets retenus à l'époque dans cette première étape de l'appel d'offres. Et là, on se reparle à Jean-François Boyer, Frédéric Krivine et moi bon, donc là maintenant on a une convention d'écriture. Et en plus tu serais coproducteur. Hein. Donc là c'est une proposition, comme on dit dans les films de mafia, qu'il ne pouvait pas refuser. Donc là il a commencé à dégager un peu de temps. Et je pense que le projet le fascinait. Et vraiment, là, il a réécrit entièrement, non pas le concept qui était là, mais il a réécrit entièrement tous les personnages, toutes les bites de personnages, etc. Ce qui était très souhaitable. Et quand j'ai reçu quelques mois plus tard, parce que Frédéric a besoin de s'immerger, de se documenter, de se plonger. Il va pas écrire en 15 jours une bafouille. Mais quelques mois plus tard, quand j'ai reçu le traitement, j'avais déjà... C'était peut-être l'arrogance de la jeunesse. J'étais persuadé que ce projet allait se faire et qu'il allait réussir. Mais quand j'ai lu le traitement, j'étais encore plus persuadé qu'il allait se faire et qu'il allait réussir. Donc là, on est en septembre ou octobre 2005. On a tourné en 2008, le projet. Et réellement, il y a eu beaucoup de discussions avec France 3. Il y a eu énormément d'échanges, de débats. Mais fondamentalement, ce qu'il a écrit, ce qui m'a rendu en septembre ou octobre 2005, c'est ce qu'on a tourné. C'est resté, c'est la base. À l'été 2008. Ouais. La série commence le 12 juin 1940, dans une plénitude pour le village de Villeneuve, une espèce d'insouciance qui confine carrément au déni, alors que les troupes allemandes ont envahi Besançon. Personne n'imagine que l'invasion allait arriver jusqu'à là, alors que Paris tombera à peine 2 jours plus tard. C'est par l'attaque mortelle d'un avion de chasse allemand contre les écoliers en sortie scolaire, puis par l'arrivée des blindés dans les rues de Villeneuve, que le basculement va s'opérer. Dans ce chaos, certains vont commencer à profiter de la situation, faisant les poches des morts. Et Lucienne, l'institutrice, qui était de sortie scolaire, est traumatisée par les enfants et son collègue qui ont été tués ce jour-là. Le docteur Larcher, médecin de Villeneuve, va par exemple récupérer un bébé dont la mère vient de mourir et confier le bébé à sa femme, Hortense, qui ne rêve que de ça. Larcher, incarné par Robin Renucci, va devenir le point central de cette première saison. Faillible, mais maire par nécessité de Villeneuve. Humaniste, doué d'empathie, il tentera de ménager un peu tout le monde, quitte à collaborer un petit peu trop avec l'occupant. Son pendant absolu, c'est Jean Marchetti. Enfant de l'assistance publique, solitaire, sans culture, et il le revendique, il a une revanche à prendre sur la vie, et il va avoir l'occasion de l'exercer en devenant non seulement un fonctionnaire froid et zélé aux ordres des occupants allemands, mais un véritable boucher de Villeneuve qui va aller jusqu'à assassiner et torturer des gens. La liaison extramaritale de Raymond Schwartz, le patron de la scierie de Villeneuve, avec Marie Germain, une fermière, va être compliquée par cette nouvelle donne. Raymond doit composer avec les Allemands, alors que Marie, elle, rejoint la résistance. À la fin de la saison 2 de la série, Marie va d'ailleurs abattre de sang-froid son mari, Lorrain, alors qu'il l'a dénoncé et qu'ils sont traqués par les Allemands. Marcel, le frère de Daniel Larcher, va distribuer des tracts anti-allemands avec l'aide de Suzanne et il va ensuite simuler l'exécution de cette dernière, la laissant disparaître quelque temps. Un des conflits absolument majeurs et crucial de la série, c'est qu'elle ose explorer un sujet absolument tabou. Hortense, la femme du docteur Larcher, va tomber amoureuse d'un haut militaire allemand, Heinrich. L'amour est réciproque et totalement sincère, mais aux yeux de tous et de toutes, Hortense devient une pute à boche. Peux-tu nous parler, Emmanuel, de l'évolution de ce processus de création? Là, on est à la fin de la saison 2. Pour créer tous ces personnages et les événements qui allaient les emporter, vous avez consulté les quotidiens de 1941, vous avez interviewé une centaine de personnes et témoins de l'époque, et vous aviez comme conseiller historique Jean-Pierre Azéma. C'était absolument crucial pour avoir le socle de la série, pour que Frédéric, Philippe et toi, vous ayez véritablement le socle sur lequel tous vos personnages allaient pouvoir vivre. C'était le point de départ de la série était et c'est vraiment valable saison 1, saison 2, les 12 premiers épisodes. En fait, saison 1 et saison 2, en fait, ce n'était qu'une seule saison, mais France 3 n'était pas 100% sûr, donc on avait une saison de 6 épisodes, et puis on a appelé pour plus de simplicité la suite, saison 2. Et d'ailleurs, à partir de la saison 3, qu'on va raconter dans quelques secondes, là, vous avez 12 épisodes par saison. Ouais. À l'époque, le projet, l'idée, c'était de faire une série très, très proche du quotidien des Français, très naturaliste,
Le concept, c'était en gros un peu pour des raisons marketing, d'affichage, mais aussi dans un rapport au temps, un épisode par mois d'occupation. Donc l'épisode ne se déroulait pas sur un mois, mais il se déroulait durant quelques jours de juin 40, puis quelques jours de septembre 40. Et on voyait comme ça, avec des ellipses de temps, d'épisode en épisode. Et avec une promesse de vérité. Ce qui est d'authenticité, ce qui est, lorsqu'on regarde bien, une pensée de la série qui était une pensée de l'époque et qu'on retrouve encore beaucoup, notamment dans les séries Canal+. Engrenage, la vraie vie des flics. Hippocrate récemment, la vraie vie des internes. De toute façon, en plus, là, vous n'aviez franchement pas le choix. Si jamais sur France 3 vous osiez faire une série labellisée un peu comme série historique, et si vous inventiez, au-delà des personnages, des situations historiques fausses, là je pense que tout le monde vous serait tombé dessus, tous les médias, tous les journaux, tous les historiens vous seraient tombés dessus. Mais on aurait pu faire, et ça faisait partie des débats avec France 3, on aurait pu faire une série beaucoup plus romanesque. À l'époque, le terme romanesque revenait, il y a des modes des modes. Le terme romanesque revenait très souvent dans les chaînes. Et c'était dire que c'était la bicyclette bleue, peut-être. Enfin, on aurait pu aussi, avec le même concept, recentrer sur une famille. Un village français peut devenir une famille française. Ça peut devenir une famille. Le père détient un château. Il a des enfants. Certains sont collabos, d'autres sont résistants. Il y a un secret de famille, une naissance. Et ça peut devenir ça peut devenir une mini-série de 6x52 qui se passe en juin 40. Ça peut très bien devenir ça. Donc nous, non, on défendait notamment avec Jean-Pierre Azéma, une approche, et Philippe Tribois était, dans sa mise en scène, était très clair là-dessus. Il défendait la vérité des situations, la vérité, même dans sa direction d'acteur, la vérité de la pensée de l'époque. Une pensée dans laquelle, par exemple, pour faire écho à MeToo, c'est une pensée dans laquelle une femme est soumise la plupart du temps à un homme. Et ça, il en parlait aux comédiennes. Et d'ailleurs, ça pouvait être une critique qu'on nous faisait à l'époque en disant, vous êtes des mecs et alors vous faites une série de mecs qui sont des dominants. Alors lorsqu'on regarde profondément la série, on voit qu'on a un personnage comme Marie, absolument, qui est un personnage totalement crédible historiquement, mais qui est une vraie femme indépendante et forte, qui va se révéler au fur et à mesure de la série, qui est la première résistante de Villeneuve. Donc en tout cas, ça c'était le parti pris de départ. Et puis à la fin de la saison 2, lorsqu'elle est diffusée, on se rend compte que ce parti pris, France 3 n'a pas totalement tort non plus. Toutes les séries sont des échanges entre un diffuseur et un auteur, et il faut aussi savoir que ce sont des compromis aussi, et sans que ce soit des compromissions pour rester dans la thématique de l'occupation. Et on se dit, bon, fondamentalement, les 2 derniers épisodes de la saison 2 se finissaient, l'épisode 11, il y avait un cliff et on reprenait immédiatement à la fin le début dans la continuité, et là on faisait pas d'ellipse de temps entre l'épisode 11 et l'épisode 12. Frédéric Krivine me dit, le problème de ces cliffs, c'est que ça marche super bien, mais à partir du moment où on crée des cliffs, on crée une distorsion par rapport à la vérité du temps qui passe, on crée de la fiction. Et en même temps, on se disait, bon, maintenant que le public nous fait confiance sur le fait qu'on raconte pas n'importe quoi, que c'est une vraie histoire, on a quand même intérêt à mettre un peu de charbon dans la machine, de boost, d'intrigue plus puissante. Et il y a une révolution un peu conceptuelle dans le projet, c'est de se dire, bon, désormais, on va faire non pas un épisode par mois, mais on va faire une saison centrée sur 1941, mais sur quelques semaines de 1941, quelques semaines de 1942. Ça devient une saison par année. Une saison par année, et centrée sur quelques semaines, en fait, 12 épisodes se passent en 3 semaines. Et là, avec parfois des vrais cliffhangers, et donc un rapport plus fictionnel à certains moments, mais tout en défendant profondément, et ça c'était la vision de Jean-Pierre Azéma, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser l'année 42 en quelques semaines. C'était ça, ça devenait ça. Et c'était un rapport à la fois pensée historique, mais en même temps donner au public qui nous faisait confiance le plaisir de la fiction aussi. Ah oui, c'est très important. Alors,
vous travaillez avec d'autres scénaristes. Il n'y a pas évidemment que Frédéric Krivine, c'est pas lui qui écrit tout. Frédéric Azémar, Fanny Herrero plus tard de 10%, Marie Roussin, plus tard des Bracelets Rouges, et la réalisation sous la direction de Philippe Tribois. Benjamin Dupas aussi, je pourrais citer. Oui, Benjamin Dupas. Il y en a eu un paquet. Marine Francoux, aujourd'hui, qui dirige l'écriture d'Engrenage. Sylvie Chanteux, qui a toujours été là et qui travaille sur toutes les très bonnes séries françaises aujourd'hui, sont écrites par ces gens-là, en fait. Trouver Villeneuve, l'endroit l'endroit où ça a été tourné, ça a été difficile parce qu'en fait c'est un peu partout. C'est en Creuse, c'est en Seine-et-Marne, c'est dans le Limousin, c'est dans le Vienne. Vous avez tourné un peu partout en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre. Très vite, c'était clair que Villeneuve allait être situé dans le Jura. Pour des raisons, ça c'était une intuition. Il y avait plusieurs intuitions. Il y avait d'abord Jean-Pierre Azéma qui disait c'est intéressant parce que c'est quand même une terre de résistance. On n'est pas loin de la frontière suisse, on n'est pas loin de la ligne de démarcation, mais en zone occupée. Donc là, l'historien dit c'est intéressant. Le dramaturge Frédéric Krivine dit bah oui, ça crée autant de conflits possibles. Et moi, à l'époque, dès le début, je l'avais situé, après des recherches sommaires historiques, je l'avais situé là, c'était Twin Peaks pour moi. Je voulais du bois, je voulais une scierie. Je voyais ces j'avais jamais fait le rapprochement. Ces rondins de bois je n'avais jamais passaient dans le générique. C'est la révélation de ce podcast. Twin Peaks, bah, je suis adolescent et je vois Twin Peaks et du coup j'ai envie de faire des séries en fait. Et du coup, c'est ce qu'on a dit au début, mais alors franchement, Villeneuve, c'est Twin Peaks. C'est très bien joué, c'est très fin, c'est très bien joué. J'étais complètement passé à côté. Bien joué, bravo. Et d'ailleurs, dans le générique du Village Français, on voit des rondins de bois comme ça, et en fait, c'est ça, en fait. Maintenant que tu le dis, c'est évident. Je pense que tous ceux qui nous écoutent là vont se précipiter sur le générique d'un Village Français, parce que maintenant qu'on le sait, c'est une évidence absolue. Il y a eu aussi un changement à partir de la saison 3, c'est que vous avez intégré à l'écriture une consultante en psychologie des personnages, Violaine Bellet. C'était avec Frédéric pour la volonté justement de creuser encore un peu plus les personnages, et parce que là vous les aviez mis en place et que là à partir de la saison 3 il fallait vraiment qu'ils se développent, et donc vous aviez besoin de quelqu'un qui c'est l'analyse. On regarde les épisodes à la télé, c'est toujours très très important de regarder les épisodes lors de leur diffusion parce qu'on les voit dans leur vérité nue. Durant tout un temps on se raconte des choses, on est en salle de montage, on voit les films, on a envie de les aimer, mais on les voit pas dans leurs conditions réelles. Faut jamais oublier nos séries sont faites pour être diffusées, et du coup, lorsqu'on les regarde, lorsqu'elles sont diffusées, et qu'on pouvait pas à l'époque, on commençait à avoir des smartphones, c'est 2007 les smartphones. Donc quand c'est diffusé, c'est 2008. J'en ai pas de smartphone, mais on peut faire plein d'autres choses quand on regarde. Et donc on regarde dans les conditions réelles, et des fois on s'ennuie. Des fois, quand je regarde la saison 2 avec Fred, et on s'appelle juste après la diffusion, on dit attention. On avait un très très beau succès d'audience à l'époque. Ouais, tout à fait. Mais on se dit attention, oula, c'est dangereux là. On pourrait s'ennuyer. Et donc il y a cette volonté de compacter le temps diégétique, d'augmenter la tension dramaturgique, mais aussi de se rapprocher plus des personnages. Et ça, c'est vraiment à l'initiative de Frédéric, qui dit... En fait, il montre plusieurs séries françaises, dont Le Village Français, et des séries américaines à des psys. Et il leur dit, qu'est-ce que vous en pensez, les personnages ? Et qu'est-ce que vous pensez de ces séries, et qu'est-ce que vous pensez des personnages ? Donc, je ne sais plus quelle série française il a montré en dehors du Village Français, je ne veux pas être... Et il montre Urgence... et il leur montre Soprano, je crois. Et en fait, les différents psys qui consultent, il a mis sur le divan les séries, et les différents psys qui consultent, ils disent bon, il y a des séries françaises qui sont intéressantes, mais en tout cas, toutes les séries, y compris Le Village Français, elles ont comme caractéristique de ne pas être cohérentes psychologiquement. Vos personnages ne sont pas cohérents. Les personnages des séries américaines le carrément. sont. Quel que soit, c'est pas il y a des bonnes ou des moins bonnes séries, mais toutes les séries américaines, leurs personnages sont cohérents. Ces personnages-là ne sont pas cohérents. Et donc là, Frédéric allonge tous nos personnages du village avec Violaine, qui est une scénariste formée à la FEMIS, mais qui a aussi une formation de psy, et qui du coup invente
Ils inventent ensemble, Violaine invente ce travail de psynariste, comme ils l'ont appelé. Donc, ils passent un été à relever toutes les incohérences sur ces personnages, et ce qui donne une nouvelle bible de personnages, de Hortense. Fondamentalement, Daniel est un masochiste, humaniste, donc il doit faire ça. Et ça a nourri les personnages jusque en 2003, les personnages qu'on va voir après. Et ça a été une véritable révolution. Et aujourd'hui, on vient de faire une nouvelle série avec Frédéric, qui est notre nouvelle série Une belle histoire. Et Violaine a travaillé sur les personnages. Et Violaine a travaillé depuis sur 10%, parce que du coup, Fanny Herrero, Benjamin Dupas, tous les auteurs de l'atelier du Village Français qui étaient présents depuis le début participent à cette création collective des personnages. Travailler aussi avec elle, participer à tout du coup, ça. on continuait après. On était persuadés en effet que la psychologie des personnages était super importante et qu'elle devait être cohérente. Ouais. Et donc ça a irrigué après sur d'autres séries françaises. Ouais. On arrive à la saison 3, donc. Lucienne, la jeune institutrice, elle aussi, comme Hortense, elle tombe réellement amoureuse d'un soldat allemand, Kurt, et elle attend un enfant de lui. Elle tente de garder le secret, et le directeur de son école va aussi tenter de la protéger. Mais il va même aller plus loin. Quand Kurt va être muté loin de Villeneuve, il va accepter d'épouser Lucienne, et lui éviter ainsi d'être fille-mère. Jules Berriot, c'est son nom, va aussi devenir le responsable de la résistance à Villeneuve. Le moment crucial de cette saison, pour moi, intervient quand Larcher et Servier, le sous-préfet de Villeneuve, doivent livrer 10 personnes aux Allemands qui les exécuteront pour venger une attaque mortelle contre les officiers. Marcel, le véritable auteur de l'attentat, va être dénoncé, mais il échappera aux officiers allemands. La responsabilité de Larcher et de Servier dans ce drame reviendra les hanter quelques saisons plus tard. Et là, on est vraiment dans la cohérence dont on vient de parler. La saison se termine alors que l'on tire sur Raymond, que Hortense, culpabilisant non seulement d'avoir trahi Marcel, d'avoir livré son mari à la torture des Allemands, il va fort, et de voir Heinrich la quitter pour être muté à Minsk, elle fait une tentative de suicide. En 2012, on est en saison 4, et au cœur de cette saison, c'est surtout le destin des Juifs étrangers et de ceux de Villeneuve qui intervient. Ils sont parqués dans l'école, puis ils sont expédiés à Drancy. Parachuté sur Villeneuve, Vincent, un soldat de la France libre qui vient de Londres et qui est recherché par Heinrich, qui lui est de retour de Minsk. Marie va cacher Vincent, mais sa ferme va être surveillée puis assiégée par Jean Marchetti. Beaucoup vont y perdre d'ailleurs la vie. Marchetti, lui, veut sauver la femme dont il est tombé amoureux, parce que finalement tout le monde tombe amoureux de quelqu'un finalement dans un village français. Lui, parce que finalement rien n'est simple, vous décidez qu'il va tomber amoureux de Rita, qui est une juive. Alors qu'il tente de la faire échapper pour qu'elle passe en Suisse, il ira même jusqu'à tuer un soldat allemand qui s'interpose. Alors on est en 2013. En toute logique, d'après ce que vous aviez pitché à France 3 et d'après ce que tout le monde savait, la saison 5, la prochaine donc, est la dernière de votre plan initial. Et là, c'est le drame. Et là, tout change. C'est quoi le succès, le fait que vous aviez encore plein d'histoires à raconter, le fait que vous avez renouvelé avec ces psychologues et avec les personnages, qu'est-ce qui fait que vous avez été au-delà de la saison 5 ? La saison 5, c'était 1943. Donc fondamentalement, nous, depuis le début, on avait dit on ira jusqu'en 44, peut-être 45. Mais vous aviez promis 5 saisons au départ. Oui, mais 5 saisons, c'était... Alors d'abord, en fait, quand on a cette discussion... C'était du pitch, quoi. Oui, c'est du pitch. C'est de dire... En fait, d'emblée, je voulais éviter... En 2005, quand je pitch la série, je veux éviter la mini-série. Je veux éviter la mini-série événementielle. Tout le monde meurt à la fin et voilà, t'es terminé. La saga de l'été. Ouais. Je veux éviter plusieurs choses. Je veux éviter qu'on me dise donc on va vous donner, comme c'est une mini-série événementielle, on va vous donner beaucoup d'argent. Non, surtout pas. Donnez-moi les budgets habituels qu'on donne en fiction française, parce que je veux prouver qu'on va faire une série au long cours dans un budget maîtrisé. Je veux pas que ce soit de l'événement. C'était ça. Et c'est ça qui est important avec le sujet et avec le thème que vous abordez, bien évidemment. La vraie spécificité de la série, c'est le temps long. C'est le seul domaine dans lequel la série est supérieure au cinéma. Donc il faut d'emblée, et c'était au cœur du Village Français, de dire voilà, on va raconter cette histoire comme on l'a jamais racontée, parce qu'on a du temps pour la raconter. Donc à partir du moment où j'envisage que le projet artistique prend
en compte la notion du temps et de ce temps long, tout ce que je fais en production doit être pensé à travers ce rapport au temps. Donc je me dis d'emblée, bon, il est hors de question de demander chaque année un budget exceptionnel à France Télévisions. Il est hors de question de prendre des stars du cinéma qui ne seront pas disponibles et qui vont demander des cachets démentiels. Tout en découle. Il faut avoir du coup des rapports. C'est un mariage, une série. Là où le cinéma, c'est une passion amoureuse. La passion amoureuse, comme le dit Becbédé, ça dure 3 ans. Et parfois moins. Et on monte les marches, et c'est magnifique. Et parfois, on s'engueule, et puis on se sépare, et c'est des magnifiques souvenirs. Non. Là, une série, c'est un mariage, des enfants, c'est beaucoup plus stable. Et j'ai envisagé mes rapports avec Frédéric Rivine et Philippe Tribois, qui étaient mes associés, et avec Jean-François Boyer. Et Jean-François Boyer, je travaille toujours avec lui. Frédéric Rivine, on travaille toujours ensemble. C'est un mariage au long cours. On a fait 72 enfants. Et tout devait être envisagé comme ça. Et les équipes du Village Français, le producteur exécutif, Laurent Cavalier, la cantine, le célèbre Figu, qui est un élément indispensable, que j'appelle mon coproducteur aussi, sont des gens qui sont restés jusqu'au bout de la série. Les comédiens, évidemment. C'est très important. On en est qu'à la saison 5, mais quand même, il y a une continuité. C'est rare dans des fictions françaises. Tout le monde, à peu de choses près, quasiment tout le monde était toujours là. Vous n'avez pas eu à changer un personnage avec un autre acteur ou quoi que ce soit. Tout le monde, c'est le projet qui les a incités à rester, c'est leur personnage, c'est la richesse que vous exploriez quoi, aussi. D'abord, on ne force jamais les gens à travailler. Je pense que les comédiens, c'est pas une question d'argent. Au bout d'un moment, c'est est-ce qu'ils ont plaisir à venir et ce qui était écrit prenait en compte ce qu'ils étaient en tant que comédiens. Et puis, dès le début, c'est la qualité du casting qui a été fait par Philippe Tribois et Okinawa Guérard, qui est la directrice de casting, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Ça a été de chercher des comédiens qui avaient le talent, mais l'humanité aussi, qui avaient le sens de l'engagement. Et Robin Renucci incarne ce sens de l'engagement, dans la série, mais dans la vie aussi, en tant que comédien. Il était le personnage central de la série, pas le personnage principal, le personnage central, l'espèce de barycentre moral, cette espèce d'humaniste obligé de collaborer, pas collaborationniste, mais obligé de collaborer parce que lui, il se dit, il faut faire le moins mal possible. Ouais, faut ménager la chair et le chou, faut et donc, essayer de tout arranger. C'est l'épisode que tu citais tout à l'heure, La Liste, qui est un épisode effectivement central, Absolument. qui est un épisode qui est un épisode emblématique dont la V1 dialoguait. Je crois que c'est Benjamin Dupas qui l'avait écrite et c'est Frédéric qui a écrit la version finale. C'est un très très bel épisode qui est vraiment au cœur de cette espèce de personnage qui essaye de faire en sorte que ça tienne. Et ben Robin Renucci, il a ce sens de l'engagement, il a tenu le projet, il incarnait le projet aussi pour ça. La longévité, le rapport à l'ambition du propos et le rapport au grand public et au grand public au sens vraiment large du terme. Alors jusqu'alors, en effet, je ne les ai pas cités parce que je voulais les citer un petit peu plus tard, à partir du moment où on connaissait un peu leur personnage, mais il y a Romain Renucci, il y a Audrey Fleurot qui tient le rôle de Hortense. Audrey Fleurot, ça a été auparavant la Dame du Lac de Kaamelott. Ensuite, elle est dans Engrenage, dans Sèvres, dans Les Témoins, le Bazar de la Charité, etc. Thierry Godard de Engrenage aussi est Raymond. Marie Kremer, que l'on retrouve ensuite dans Profilage, c'est Lucienne. Nicolas Gaube des Bleus, la série policière un peu novatrice, et ensuite de chef incarne Marchetti. C'est un rôle pas facile, mais il est brillant dedans, comme tous d'ailleurs, comme tous et toutes. Nat Dieu, c'est Marie. Constance Dolé, c'est Suzanne. Dans le rôle de Heinrich, Richard Samel. Et là aussi, c'est un rôle pas simple à porter pour un acteur. Et puis, il y a François Loriquet, Emmanuel Bach, Martin Loisillon, Maxime Drezen. Bref, tous ces acteurs-là vous ont suivi saison après saison, ce qui était quand même assez étonnant. On arrive à la saison 5. Une nouvelle maîtresse à l'école, Marguerite, sème le trouble. Est-elle une résistante ? Oui, c'est une résistante, mais
c'est, et ça permet dans la saison 5 de traiter un autre sujet, une invertie, comme on disait à l'époque, une lesbienne, qui va beaucoup troubler Lucienne. Marcel, lui, est exécuté, alors que la libération se profile, des résistants sont pendus par Marchetti, et parmi eux, il y a même Marie Germain. Donc là, c'est aussi un moment clé de la série. Hortense, elle, est prête à tout pour trouver de la morphine dont a besoin Heinrich. Daniel est arrêté par les Allemands, il côtoie Marcel en prison, et puis il est libéré, sans véritable explication. Là, on comprendra plus tard. D'où le côté feuilletonnant de la série, d'où le côté que il faut prêter attention à ce qui se passe, parce que 2-3 saisons plus tard, ça va avoir des rejaillissements. En saison 6, la défaite des Allemands est inéluctable. La libération est en route. Nous sommes en 1944. Allemands et résistants se croisent, comptent les points, mais la milice, elle aussi, devient de plus en plus présente et poursuit ses exactions à Villeneuve. Hortense va suivre Heinrich, qui fuit Villeneuve. Ils vont tenter d'arriver en Suisse. Ils seront arrêtés par des Américains. Lors d'un moment particulièrement tragique, un groupe de Juifs qui devaient quitter Villeneuve pour Belfort sont sacrifiés. Marchetti va devenir à la fois bourreau et sauveur pour quelques personnes qui échappent au massacre. En septembre 1944, les miliciens font passer leur rage sur les quelques Allemands qui restent à Villeneuve. L'épuration commence et une cour martiale va être montée à Villeneuve pour juger du sort des miliciens. Un procès truqué, un procès pour la forme. Alors qu'il passe du stade d'avocat à celui d'accusé jugé pour ses actions pendant l'occupation, l'archer va découvrir justement une note qui fait de lui un collaborateur de la police allemande. Parce que cette note faite par Heinrich, l'amant d'Hortense, est un prétexte pour le faire libérer. Vous vous souvenez, la libération de la saison dernière. Mais Heinrich n'est plus là pour le prouver. Daniel est définitivement blâmé. On arrive à la fin d'Un village français, la saison 7. Parce que là, vraiment, on va parler d'innovation. Daniel et Hortense, qui, elle, est revenue, a été tondue. Ils vont quitter à pied Villeneuve, dans l'indifférence, avec la haine des villageois. Enfin, ils y reviendront quand même quelques années plus tard, en 1975. Car en effet, les 6 derniers épisodes de la saison 7 font un choix extrêmement osé, à l'époque, pour une écriture moderne et multitemporelle. Ce sont des années, voire des décennies qui se déroulent et s'enchevêtrent, quelquefois dans une même séquence. Des personnages ouvrent une porte et pouf, en fait, le temps a passé. C'est autre chose que l'on voit. On découvre l'avenir d'Antoine, de Raymond, de Gustave et de Suzanne, comment l'occupation a marqué leur vie, et s'ils sont parvenus à laisser derrière eux cette période agitée. Mais c'est aussi la société qui a changé après la libération. C'est très subtilement que, au fil des rebondissements, on nous remémore la création de la sécurité sociale, par exemple, parce que c'est dans ce bureau de la sécurité sociale, à Villeneuve, qu'Antoine va mourir d'une crise cardiaque, des années plus tard. Jean Marchetti, le boucher de Villeneuve, lui, est incarcéré à Dijon. Il se suicidera en prison pour échapper au peloton d'exécution. Lucienne, qui avait ouvert la série, va conclure la série alors qu'elle est aux côtés de son mari, Berriot. C'est celui qui l'a récupérée comme ça alors qu'elle était fille mère. Elle sait pourtant que c'est lui qui a tué Kurt, son grand amour, le père de son enfant Françoise. Ils se sont haïs, elle et Berriot. Elle a même tenté de l'empoisonner, mais elle ignore que Jules Berriot est irrémédiablement condamné. Et le tour de force, c'est quand même Daniel et Hortense. C'est eux qui vont le réaliser, parce qu'ils sont unis malgré tout. Hortense a sombré dans la folie, elle est internée dans un sordide hôpital psychiatrique, où elle subit même des électrochocs. Elle va cependant y survivre et se jettera à corps perdu dans l'art. Mais c'est alors que l'on refuse d'exposer son portrait de Heinrich qu'elle va se suicider. Un des derniers échanges qu'elle a avec son mari, c'est « Tu as mal ?» lui dit-il, et elle répond « Tout le temps, depuis ma naissance ». Et ça résume parfaitement le cheminement de cette femme. En cours de route, vos plans ont-ils changé ? On vient d'évoquer le défi narratif de ces derniers épisodes. Il fallait jusqu'à 5 heures de maquillage pour vieillir certains personnages. Le tournage avait lieu en dehors de Villeneuve. C'est une tentative pour conclure la série de façon complètement différente des autres ? Parce que là, franchement, ça a été, narrativement parlant, ça a été une baffe. Les flash-forward et les flashbacks, c'était extraordinaire. Et on ne s'attendait absolument pas à ça dans Un village français. Je suis très heureux que tu aies ressenti ça, parce que moi je suis très très fier de la manière dont cette série s'est conclue, sachant que ce métier qui peut parfois être un peu méchant, disons, moi j'ai entendu ci et là, oui c'est la saison de trop,
Moi, je trouvais que l'ambition de cette dernière saison et ce que ça a donné, mais évidemment, je suis jugé parti. Et non, au contraire, pas la saison. Là, je vais outrepasser mes fonctions de podcasteur pour Previously. Mais franchement, je trouve que s'il y avait justement un coup d'éclat narratif à faire, c'était justement lors d'une saison 7. Vous n'avez plus rien à craindre. C'était exactement ça. C'est un peu comme, et la comparaison est peut-être un peu osée, la dernière saison, les dernières minutes de Six Feet Under. C'est vraiment ça. C'était maintenant qu'il fallait le faire. Et vous avez osé le faire. Et ce que Six Feet Under a fait sur quelques minutes, nous on s'est dit on va le faire sur 6 épisodes. Tout à fait. En fait, depuis le début, moi j'avais toujours cette pensée du temps long. Je me disais ouais c'est très bien, c'est super là. Pour l'instant la série, elle est, tout le monde dit qu'elle est bien, ouais. D'ailleurs, en fait, depuis le début, tu nous en parles. On la jugera. Depuis le début de ce podcast, tu nous dis le temps long, c'est important pour une série, ainsi de suite. On jugera cette série à l'aune du dernier épisode, je vous le dis. Je disais ça à toute l'équipe, mais pour les garder mobilisés. je vous le dis, à la fin, on jugera. C'est un peu comme Lost. Vous allez voir le final. Voilà. Vous allez voir. D'accord. Mais c'est à cette aune-là qu'on juge les grandes séries ou pas. Et je me disais, j'ai une chance incroyable de participer à cette aventure. Il faut pas la galvauder. Et donc jusqu'au bout, il faut garder cette ambition. Alors, il y avait certaines scènes qui étaient prévues depuis le début. Hortense et Daniel partant sous les crachats à Villeneuve, ça, c'était une image que Fred Krivine avait depuis le départ. Et il disait, et dans cette scène, il y aura Philippe Tribois, Jean-Pierre Azéma, Jean-François Boyer, toi et moi, on sera là. Vous êtes alors malheureusement, Jean-Pierre n'a pas pu ce jour-là venir. Le tournage, c'était un espèce de mini-drame. Mais lorsqu'on regarde le tout dernier plan, eh ben on est vraiment là, tous. Philippe pêche. Enfin bon, on avait Jean-François balaye le décor. Enfin, et Fred et moi, on est dans la Jeep en américain. C'est la seule fois où on apparaît dans la série en fait. Ce moment-là, on l'avait prévu. Par contre, les flash forward, les flashbacks, ça c'était pas prévu depuis le début. Mais parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément prévues en chemin non plus, et fallait pas le prévoir. Simplement, à un moment, ça nous a paru comme une évidence que cette série, parlant aussi de nos mémoires et de comment se constituent les mémoires collectives, et ce qu'on avait découvert aussi en cours de route, comment cette série aussi parle du couple, comment est-ce qu'on va raconter ces gens qui ont été traversés par cette période qui les a marqués à vie, et comment est-ce que leur vie personnelle et spécifiquement leur couple a survécu ou pas à cette histoire traumatique. Et donc ça nous paraissait une évidence qu'il fallait du coup se projeter jusque dans les années 2000, parce qu'après j'ai véritablement regretté quand j'ai vu tout ce que ça nécessitait comme moyen, toute la difficulté et puis la peur tout simplement que ce soit juste raté. Bien sûr, raté, que ce soit pas complètement raté. Et là vraiment Jean-Philippe Amar, les monteurs, les scénaristes, ils ont fait un boulot magnifique. Et les comédiens, parce que lorsqu'on voit François Loriquet qui interprète le personnage de Berriot en maison de retraite, qui sait qu'il va mourir, mais ne le montre pas, et qui remercie Lucienne parce que durant toutes ces années, il l'a désirée. Durant toutes ces années, il l'a désirée, c'est ça qui l'a maintenue en vie. Il la remercie pour ça. Moi, j'ai trouvé ça bouleversant. Le journaliste du New York Times mentionne Un village français dans sa sélection des séries françaises dignes d'être vues pour des Américains. Et il dit, en ces termes donc, cette série au rythme tranquille et élégant porte un regard subtil et peu complaisant sur des gens ordinaires face à la guerre, à la défaite et à l'invasion ennemie. Certains vont collaborer en toute bonne volonté et certains résistants se révéleront très antipathiques. La série a même connu un préquel, une version bande dessinée par Jean-Charles Gaudin et Vladimir Alexic, qui retrace le destin des personnages 25 ans avant l'occupation de Villeneuve. Qu'est-ce qui succède à Un village français, Emmanuel ? On sait que la série a été diffusée sur TV Globo au Brésil, sur STV en Suède, elle a été vue en Allemagne, en Corée du Sud. Je crois qu'on l'a même vue à un moment sur Amazon Prime. Il y a une version américaine qui est envisagée, avec Brian De Palma aux commandes. Ça en est au point mort, cette histoire ?
Non, heureusement, c'est pas au point mort. Alors, c'est toujours un peu, dès qu'on fait des projets, dès qu'on développe des séries, il y a un côté utopique ou Château en Espagne, mais tout le but du producteur, c'est de faire que ces utopies deviennent une réalité. Et donc là, si Frédéric Krivine n'est pas avec nous là en ce moment, c'est parce qu'il est justement à New York avec Brian De Palma en train de... Ils ont écrit le pilote ensemble. Non. Oui, le pilote est remarquable. Brian De Palma nous a écrit là que c'était une des meilleures choses qu'il avait lues depuis 10 ans. La série sera produite par ITV Studio America. Après, c'est la vie des projets. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'écrire les arches de la saison 1. Ça se passe durant la guerre de Sécession. Le personnage de Daniel Larcher est maintenant un médecin qui a totalement intégré le fait que le système esclavagiste existait. Donc, il ausculte dans l'ouverture du pilote, il ausculte des esclaves en espérant qu'ils soient pas trop en mauvaise santé donc il est humaniste, il est fondamentalement humaniste, mais il est esclavagiste et le projet est passionnant. Maintenant il faut qu'une chaîne américaine et j'espère aussi des chaînes françaises s'intéressent à ce projet. Ou quelque chose comme ça, oui. Une telle explosion de toute façon dans la demande de production que ça devrait se faire. Croisant les doigts. La suite d'un village français, c'est moi, je savais que la guerre allait se finir. Je savais que les Allemands allaient partir. Spoiler. Et donc, avec Frédéric, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Qu'est-ce qu'on va faire après en France comme série ? C'est une question, c'est le syndrome du deuxième album, on pourrait dire, sauf que là, on avait été un peu lent, on avait mis plus de 12 ans à faire faire le premier. Et dans le développement d'un village français, donc comme je vous disais tout à l'heure, on s'est rendu compte en fait qu'une des thématiques centrales de la série c'était le couple. Ouais. Moi j'avais envie de faire une série sur le couple, peut-être parce que c'est une métaphore de la série, parce que je vois dans le couple une question qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, que je trouve extrêmement empathique, qui peut me porter de la comédie et de la douleur. Donc c'est la comédie romantique. Et dans les derniers épisodes d'un village français, Daniel revient avec son fils Tequiero à Villeneuve. Il est dans un bar où tout a changé, tout est en plastique. Et il y a de la variété qui passe. Et puis il entend cette chanson de Michel Fugain qui s'appelle Une belle histoire. Et donc notre nouvelle série là qui va être diffusée très très prochainement sur France 2 qui s'appelle Une belle histoire. Aussi par Frédéric Krivine. Écrite par Frédéric Krivine, comédie romantique sur 3 couples aujourd'hui dans le nord de la France, une comédie à la fois légère mais aussi une comédie dramatique quand même. Ça commence un peu dur. Hein. On va pas spoiler tout le monde, mais les 5 premières minutes sont quand même. Les 5 premières minutes racontent un couple qui se sépare, littéralement. Littéralement, oui. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Littéralement. Ils se séparent et maintenant que le personnage, un des personnages qui est interprété par Sébastien Chassagne, qui était le comédien principal d'une série qu'on a faite pour OCS avec beaucoup de bonheur aussi, qui s'appelle Irresponsable. Parce que Une belle histoire est en fait une sorte de rencontre improbable entre Irresponsable et un village français. Irresponsable, c'est 3 saisons. La 3e saison vient de se finir, vient d'être diffusée là sur Orange. Et c'est pas moi qui l'ai produite, c'est Antoine Zimalka qui travaille chez Tetra Media Fiction avec moi. Et je trouve qu'ils ont aussi réussi ce pari de bien finir la série. C'est une série qui était unanimement appréciée par tous les critiques, par tout le monde, tout à fait. Écrite par Frédéric Rosset. Regardez Irresponsable. Elle est en diffusion en ce moment sur OCS. Pardon, je fais de la retape. Mais attends, on est là pour parler justement des suites d'un village français. Donc il y en a 2 un peu. Il y a une espèce de spin-off à travers Une belle histoire qui est aussi un mix avec Irresponsable. Vous créez votre propre The Tetra Media Universe, c'est ça ? Mais je crois qu'il y a, depuis le début, c'est une forme de ligne éditoriale de production qui est une manière de travailler, une projection au long cours, des thématiques qu'on creuse, un rapport avec des auteurs, une fidélité aux auteurs, une foi dans les auteurs. Et puis,
une ambition pour nos projets dans leur forme, dans ce qu'ils racontent. Je ne crois pas qu'un projet, pour être intéressant, doit forcément être novateur, mais par contre, il faut savoir se remettre en cause, il faut pas se répéter, et pour pas s'ennuyer, et donc avoir l'espoir de ne pas ennuyer le téléspectateur. Et donc je fais encore une nouvelle série là cette année qui m'occupe beaucoup, mais qui me passionne énormément aussi, qui s'appelle Paris Police 1900. Cette fois-ci, c'est écrit par Fabien Nury, mais c'est une série historique, policière cette fois. C'est vraiment un univers cohérent. J'espère qu'à la fin, plus tard, un jour, je regarderai ça en me disant collectivement, parce que c'est la beauté de la série d'ailleurs, c'est que ça doit être porté par des points de vue d'auteurs forts, mais c'est aussi une forme de création très collective. Je veux dire, avec les comédiens, avec les réalisateurs et les diffuseurs, parce que on ne peut pas arriver à faire une bonne série si on n'a pas le soutien réel et sincère d'un diffuseur. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir reçus à Tetramédia et de nous avoir fait revivre cette formidable série qui est un village français et qui, visiblement, donc, va se poursuivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers une nouvelle version américaine ou à travers des séries extrêmement dérivées, mais dont on connaîtra le souffle, dont on reconnaîtra un peu le souffle. Merci encore. Merci, Alain. La semaine prochaine, on change pas tant que ça d'environnement, puisqu'on va parler politique, on va parler de coups bas, on va parler de gravir les échelons peut-être jusqu'à la présidence. Nous parlerons d'une autre série française qui marque, c'est Baron Noir. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.